Salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo fac. Donc je vais répondre à vos questions que je vous ai demandé de nous envoyer sur la page officielle de la track, la page Facebook, hein. Le lien dans la description. Et donc, alors on vous répondra de façon collective une fois que les périodes estivales seront passées. C'est un peu compliqué en ce moment, plage, montagne, famille, boulot, ce que tu veux. Donc je vais me contenter de répondre uniquement aux questions qui me sont directement posées. Alors on va commencer avec Kevin Le Poncin qui me dit: comment vient ton inspiration pour tes montages vidéo? Tu imagines un scénario avant ou c'est du feeling? Où trouves-tu tes musiques libres de droit? Facilement. LOL. Alors combien de temps de travail pour une vidéo? Je suis nouveau dans la création vidéo, bienvenue à toi. Et quel est selon toi le meilleur conseil que tu puisses me donner? Alors, waouh, ça fait beaucoup de questions, Kevin. Alors on va commencer par l'inspiration. L'inspiration me vient de la musique, hein. Je suis ancien musicien, j'ai beaucoup pratiqué la guitare. J'en pratique encore occasionnellement, mais c'est vraiment la musique. C'est un langage qui me parle et je trouve beaucoup d'émotions dans la musique que j'utilise pour appuyer mes vidéos à des moments clés qui vont m'aider à faire passer le message, le sentiment que je souhaite passer à ce moment-là. Et ça va me donner également le rythme de montage, parce que la musique est rythmée, hein, elle est composée de... il y a une architecture dans une musique, hein. Il y a une intro, il y a un couplet, il y a un refrain, il y a un pont, il y a un refrain, etc., etc. Et je me sers de cette structure pour rythmer mes vidéos. Voilà. Alors pour ce qui est des questions de scénario, il n'y a pas de scénario chez moi. Enfin, tout simplement, c'est très logique, hein, tu vas comprendre. Lorsqu'on va des parties, il y a une personne qui s'appelle l'organisateur, dont le boulot c'est de penser, organiser, imaginer un scénario pour l'ensemble des joueurs qui sont sur cet event. Donc il suffit de suivre, nous en tant que joueurs, le scénario qui nous est imposé, qui consiste à aller chercher des objectifs de différentes manières, hein, c'est là le rôle du scénario, avec le background, tout ça. Et moi en tant que joueur, j'ai une caméra et puis je filme nos tentatives pour accomplir nos objectifs. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de travail d'écriture me concernant. Donc, est-ce qu'il y a du feeling dans le montage, j'imagine? C'est ta question, la suivante. Donc oui, il y a du feeling quand même. C'est pour ça que mes vidéos sont à chaque fois différentes. Certains disent qu'elles s'améliorent. Peut-être, c'est juste qu'elles sont abordées d'un angle différent. C'est aussi en fonction de l'humeur que j'ai au moment où je monte la vidéo. Parce que je n'ai pas de process industriel, tu sais, que j'applique à chaque vidéo, qui fait que chaque vidéo va fonctionner de la même manière. Non, j'ai pas ce process là, et volontairement je n'en veux pas, puisque je veux justement me renouveler à chaque fois, et suivre en fait mon aspiration à l'instant T. Où trouves-tu tes musiques libres de droit? Ça c'est une question assez épineuse, puisque, alors, je passe énormément de temps sur la musique, parce que c'est, comme je te l'ai dit, c'est important pour moi, donc SoundCloud, YouTube, essentiellement à 99%, c'est ces deux sites-là. Et je vais chercher des artistes qui sont indépendants. Et je me rends compte que je suis en train de revenir un petit peu en arrière. J'utilise des musiques d'artistes connus, donc protégés par des maisons de disques, par des contrats d'édition, donc par des droits d'auteur. Voilà, mais des droits d'auteur comme pour les indépendants, mais des droits d'auteur un peu plus appuyés, étant donné qu'il y a de l'argent au bout. Donc ce qui se passe, c'est que je reçois des avertissements. Alors pas des strikes non plus, ça veut dire qu'on m'envoie des deals. C'est-à-dire qu'on va me dire: bon Jim, vas-y, utilise ma musique, y'a pas de galère, c'est cadeau. Par contre, je vais mettre de la pub avant, pendant et après. On peut pas dire que, c'est même sûr, je te le dis, je ne vis pas de ma chaîne, heureusement, parce que si je vivais de ma chaîne, je ne vivrais pas. Par contre, sur l'aspect moral, je trouve ça un petit peu indélicat, je trouve ça un petit peu foutage de gueule, hein, pour être cru. Donc moi je constate que YouTube étant une plateforme multimédia encore un peu jeune comparée aux médias mainstream, on parle là de la télé qui a plus de 100 ans, voilà. On n'est pas encore pris vraiment au sérieux, et le jour où les créateurs seront pris au sérieux, on aura peut-être des deals win-win. C'est le jeu, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'importe, c'est d'utiliser une musique qui serve ma vidéo, qui serve vidéo dans le sens qualitatif, voilà, qui respecte le message que je veux vous transmettre, vous viewers et abonnés. Combien de temps une vidéo me prend? Alors ça, c'est une question qui est très souvent posée aux youtubeurs, et la réponse sera sensiblement la même. Ça dépend de la vidéo que je réalise. Dans le cadre d'une vidéo, on va parler de vidéo d'airsoft, ça va me prendre minimum 15 heures. J'ai un process, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas rodé, et qui ne veut surtout pas être rodé, qui n'est pas industrialisé, c'est-à-dire avec des briques, voilà, tu fais toujours comme ça, en intro tu fais toujours comme ça. Non, je fais vraiment au feeling. Pour moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est qu'il ne faut arrêter de se focaliser sur le prix de ta caméra et ton skill au montage. Le montage ne fait pas tout, heureusement, et la caméra ne fait pas tout non plus. C'est pas parce que... Voilà, je vous ai dit que j'étais musicien. C'est comme si tu commençais les guitares, et je te dis tiens, je vais te filer... T'inquiète, je vais te mettre une bonne guitare, tu vas jouer comme un dieu.
tiens, une PRS, Paul Red Smith, ça coûte 3500 €. Joue avec ça, tu vas être un dieu, tu vas faire Bercy dans 2 jours, grosso modo. Là, je suis un connard, je suis en train de te mentir. C'est pas parce que tu as une bonne guitare que tu vas bien jouer. Et le montage, certes, il est important parce qu'il aide à mettre en valeur ta création, en fait. Lui donner un sens, lui donner un bon rythme. Mais ça ne fait pas l'intégralité de la vidéo. Ce qui va compter, c'est quand même essentiellement, majoritairement, ce qui se passe devant la caméra. Donc ta vidéo, elle commence lorsque la partie commence. Que pensez-vous des mineurs dans l'airsoft? Alors, les mineurs, c'est un grand débat, il faut l'aborder, je pense à tatillon, il faut respecter les uns comme les autres. J'entends par là les mineurs et les majeurs. On se rend compte qu'il y a des cons à la fois chez les mineurs et chez les majeurs. Et il faut essayer de réconcilier tout ça. Mais bon, il se trouve qu'il y a une loi, les gars. La loi dit que vous êtes mineur, c'est 0,7 joules maximum. Des répliques, effectivement, qui vont pas tirer à 60 mètres. Ouais. Mais vous me direz, oui, mais on peut faire de la chasse à 16 ans. Il y a plein d'arguments qui arrivent sur la table. Bon ou pas bon. Moi, je dis juste que des mineurs qui pratiquent l'airsoft, il y en aura toujours tant qu'on autorisera les parents. Je l'ai vu dans tous les shops où j'ai été, dans tous les shops où j'ai vu, qui arrivent des jeunes qui donnent la main à leur papa ou leur maman. Papa, maman, je veux celui-là. Parce qu'il est puissant. Il tape à 450 FPS en sortie de boîte. Et le mec va lui vendre. Enfin, il va pas le vendre au gamin, il va le vendre à son père. Le gamin, il va jouer dans son quartier avec. Il va tirer sur ses potes qui ont pas de lunettes. Ça va faire des faits divers, ça va faire des procès. Et ça peut faire des morts, on l'a vu au State. Donc, voilà, le problème il est là. Tant que tu autorises les parents à acheter des répliques pour équiper les gamins, il y aura toujours un problème qui fait qu'on ne prendra pas au sérieux les mineurs. Voilà, donc je pense qu'il est nécessaire d'encadrer les mineurs. Il faut les encadrer. Tu peux pas les empêcher de jouer. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu les encadres. Tu leur dis, voici la bonne façon de pratiquer l'airsoft. Voici les règles de sécurité. Voici les règles d'engagement. Voici les règles de principe. Dans quel état d'esprit tu dois aborder ce sport ou ce jeu de rôle. Il faut les éduquer. Il faut les éduquer à la bonne pratique de l'airsoft. Alors on continue avec Kevin qui me dit Kevin Hellfire Flirt. Et les gars, des pseudos, faut qu'ils soient prononçables quand même. Pourquoi n'y a-t-il pas... Alors j'imagine que ta question c'est ça. Pourquoi il n'y a que des M4 sur les terrains? Voilà. Et tu dis que c'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible, ça c'est ton point de vue. Il faut respecter le point de vue des autres. Beaucoup trouvent ça terrible justement, et ceux qui ne trouvent pas ça terrible doivent accepter que d'autres trouvent ça bien. Hein. Il faut aussi un peu de tolérance. Pourquoi il y a des répliques M4 à foison? Tout simplement parce que bah, ça se vend bien, et c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que du coup comme ça se vend bien, bah, les fabricants ils se disent moi je suis nouveau fabricant, je suis obligé de faire une M4 parce que ça se vend bien. Donc bah du coup le mec qui va dans le magasin, oh putain il y a des M4 partout de tous les fabricants, bah il y a que des M4. Voilà. On se mord un peu la queue, mais il y a aussi une raison très simple, c'est que la M4 c'est une plateforme de custom absolument géniale. Tu mets 10 M4 côte à côte, tu peux avoir 10 M4 différents, complètement différents les uns des autres, voire même 20. Est-ce que c'est le cas pour un MP5? Est-ce que tu mets 20 MP5 les uns à côté des autres? Est-ce que tu en as 20 fondamentalement différents? Tu as moins de possibilités qu'avec des M4. Donc, première raison, c'est ça. La deuxième raison, c'est que, bah, étant donné qu'il y a beaucoup d'offres d'M4, il y a donc des tranches de prix qui peuvent varier. Hein. Tu peux en trouver à 100 balles, tu peux en trouver à 1300 des M4. Donc, voilà, je pense que c'est aussi pour ça. Alors, nous avons Vincent Campagna qui nous demande si certains membres de notre équipe, ou l'équipe, ont un passé militaire. Est-ce que cela nous a aidé dans des stratégies ou autres? Alors clairement, pour répondre à ta question, aucun des membres de la TRAC n'a un passé militaire. Ni futur, c'est-à-dire on n'a pas l'ambition d'intégrer l'armée, ou quelconque armée, ou force de l'ordre, quoi que ce soit. Personne n'a de passé militaire. Ce que tu vois à l'écran, c'est juste des joueurs qui pratiquent depuis 5 et 10 ans, donc qui ont acquis une certaine expérience à force de pratiquer, automatiquement tu acquiers une expérience. Alors ça peut, bien sûr, c'est assez paradoxal, mais la frontière est assez ambiguë. On n'a pas la volonté de se comparer aux vrais militaires qui eux risquent leur vie sur des tas de combats à l'étranger, voilà, enfin, je veux dire pour des valeurs qui ne sont absolument pas les nôtres. Nous on n'a pas de valeur, il n'y a pas d'idéologie dans la pratique de l'airsoft, enfin de notre côté du moins. Réellement, je trouve ça malsain justement d'en avoir. Nous, on vient vraiment là pour prendre du plaisir et s'amuser. Et on le prend à travers l'application de méthodes réelles, certes, mais qui vont nous permettre d'atteindre un réalisme qui génère de l'adrénaline. Voilà, c'est tout ça. Le cheminement, il est là. On n'est pas... Quand je lance un assaut en stick, je me dis pas, je représente la France. Non, non, mais pas une
centième de seconde. Pas un centième de seconde, je me dis, je représente la France, je vais défendre ma famille. Ou... Non, jamais. Mais ça, je veux dire, c'est complètement dissocié. C'est très clair dans mon esprit. Lorsque je fais de l'airsoft, je m'amuse. Il se trouve qu'on est en tenue militaire, il se trouve qu'on applique des stratégies militaires, il se trouve qu'on est en quête de réalisme, mais tout ça avec le but qui est toujours le même, prendre du plaisir et de l'adrénaline. Pourquoi de l'adrénaline est plus présente lorsque c'est réaliste? Parce qu'il y a ce côté ambigu un peu. Ah, c'est réalisme, il y a des mecs en face, ils sont en vraie tenue, tout ça, et il y a ce côté où tu touches la réalité, mais tu viens juste prendre de l'adrénaline. Tu ne viens pas défendre une idéologie, tu ne viens pas défendre une pensée politique ou quoi que ce soit. Enfin, me concernant en tout cas, et j'espère pour les membres de ma team, c'est du jeu de rôle, c'est du sport, c'est de la détente, c'est du plaisir. C'est tout. Ni plus, ni moins. Donc, pas de passé militaire, juste des mecs qui ont l'habitude de lancer de la bille, en gros. Voilà. Voilà, question de Shaker Softer, qui me pose une question intéressante, je pense qui mérite éclaircissement, parce que c'est parfois encore la confusion sur les terrains. C'est « Salut, petite question, que pensez-vous des hits verbaux, la pratiquez-vous? Sinon, un endroit où tous les jours où tu aimerais pratiquer l'airsoft ?» Alors, je vais répondre à la première question, c'est donc Shaker Softer. Concernant les hits verbaux, ou on appelle ça aussi plus couramment le pan et out. Pan et out. En fait, c'est une façon de sortir du jeu un joueur sans avoir à tirer une bille. Alors, l'idée de base, elle est honorable. C'est-à-dire dans un souci de sécurité, je ne veux pas te faire mal, je suis près de toi. Je te dis que tu es hors jeu, parce que je suis indéniablement à portée de tir et que je t'ai surpris ou quoi que ce soit. Là, je suis d'accord. Enfin, l'idée de base, elle me plaît, elle me séduit, elle est séduisante, hein, faut le dire. Elle est intéressante, elle est intelligente, elle est fair play, d'accord. Sauf que tu ne pourras jamais empêcher certains joueurs qui ont une maladie au niveau du cerveau de détourner l'essence même de cette règle à leur profit. C'est là que ça devient ambigu, parce que ces mêmes personnes vont se vanter après en zone neutre. Ouais putain les gars, j'ai sorti un mec, j'avais plus de billes, j'avais même plus de gaz. Et le mec il est content, il est fier de lui. T'as juste envie de lui mettre une torgnole quoi. T'as rien compris, vas-y, va ailleurs, va faire du foot, dégage, tu vois. Donc ça c'est un peu compliqué. Un cas concret qui nous est que j'ai vécu sans la dernière OP. On s'est fait surprendre par l'arrière. Voilà. C'est pour ça qu'il est toujours important de check les 6, hein, de checker les 6 heures. Il y a un mec qui vient avec son PA, hein, donc complètement à découvert, hein, on était debout, ni cachés, on progressait dans le même sens. Il vient derrière nous et il nous sort tous collectivement. Voilà, vous êtes tous out, ou voilà, un par un, les 4 quoi. C'est pas possible. Parce que s'il avait tiré sur le dernier de la file, les 3 autres se seraient retournés. Et il n'est pas certain qu'on soit tous out du coup. Peut-être 1 ou 2 ou 3. Mais voilà, lui, quelqu'un aurait réussi quand même à riposter et à le sortir. Et tu vois, le fait de dire vous êtes tous out, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que le fait de faire une action pour sortir quelqu'un aurait généré une action de riposte de ceux qui étaient surpris. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pas clair tout ça. Donc, il faut tirer. Il faut tirer. Alors, t'es pas un imbécile fini, tu tires dans le gilet. Hein, tu vas pas volontairement lui tirer dans la tête. À ce moment-là, c'est une volonté de faire mal. Tu tires dans le gilet, tu lui tires dans la fesse, enfin tu lui tires pas dans où ça peut laisser une marque et faire mal. Et là les choses sont claires et sont carrées. Donc de toute façon sur tous les terrains Wild Trigger, il n'y a pas de point out. Il y a eu trop d'abus. J'ai eu des mecs qui m'ont sorti du point out à 15 mètres. T'es à 15 mètres. T'es out, t'es out. Une baffe dans la gueule. Oh, partez out. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils m'ont fait un stick panté out là, franchement j'ai voulu faire un freeze au PA mais trop rapide les mecs, trop rapide. Bon bah je retourne en zone neutre. On a une question de Antoine Parot. Quels sont tes projets en ce qui concerne les courts-métrages? Alors les courts-métrages, j'ai toujours plein d'idées sur les courts-métrages. Dès que je regarde un film, dès que je regarde la création de quelqu'un, ça me donne moi-même l'envie de créer. Donc des idées, j'en ai plein. Après, il faut les classer dans réalisables ou irréalisables, faute de budget, faute de moyens, faute de temps. Donc dans les réalisables, il y a le préquel de Infiltrable que j'aimerais beaucoup réaliser. Beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de motivation sur ce projet-là. Il faut juste que je trouve le temps et que les acteurs qui vont être sollicités trouvent le temps d'y participer. J'ai un autre projet également, c'est sur un monde... c'est sur un jeu que j'ai découvert plutôt récemment, qui s'appelle Daisy.
Ça tourne sur l'ancien moteur graphique de Arma 2, si je dis pas de bêtises, et c'est un monde complètement ouvert. Donc c'est 300 km² complètement ouvert avec des villes, des forêts, des champs, des usines, et évolue dans ce décor des joueurs et des zombies. Voilà. Donc c'est un monde qui est complètement ouvert où le seul objectif est de survivre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter sur cette base-là, notamment sur la révélation des comportements humains aujourd'hui qu'on s'interdit parce que nous sommes dans un monde civilisé, socialement équilibré. Mais si cet aspect social tombe, qu'est-ce qui se passe? Qui se cache en nous? Quels sont les comportements qui peuvent ressortir d'urgence parce qu'il faut survivre? Et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter sur les différentes facettes de l'humain. Et puis en plus de ça, l'univers d'Aisy, c'est un univers qui coûte pas cher. C'est des bâtiments abandonnés, c'est de la forêt et des champs. Et ça, c'est en décor, c'est pas trop cher. Et je pense qu'on peut trouver ça assez facilement. Donc voilà, je vous promets pas un timing précis, mais vivement que je m'y attaque parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire. Vraiment. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que les réponses que j'ai apportées à vos questions me concernant vous ont satisfait. On répondra à l'ensemble des autres questions avec l'ensemble des membres de la track le moment venu. Je peux pas vous dire encore de date parce que tout simplement je ne sais pas. Le plus dur pour nous c'est vraiment de trouver du temps. Donc on fera ça dès qu'on pourra. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux. Je vous dis à très bientôt. Ciao.